ce n'est pas une loi anti-gilets jaunes, c'est une loi anti-casseurs. C'est cette loi qui est en ce moment en débat au Parlement. Êtes-vous convaincu par les arguments du ministre de l'Intérieur et surtout, approuvez-vous cette loi anti-casseurs? C'est la question, vous le voyez, qu'on vous pose ce matin sur Twitter. Hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Bonjour Jean-Kiki Zola. Bonjour. Vous suivez les questions notamment de maintien de l'ordre au sein du service Société du Figaro. Qu'est-ce que cette loi a de spécifique par rapport aux autres? En tout cas, ce projet de loi. Alors, ce qui est d'abord intéressant, c'est de rappeler que ce projet de loi, c'est au départ une proposition de loi sénatoriale qui est décidée par les sénateurs, les Républicains, après les violences observées le 1er mai 2018. Et qui essaye de répondre à un phénomène récurrent. Ces fameuses violences qui nous ont révélé l'existence d'Alexandre Benalla. Absolument, en l'occurrence, oui. Et donc ces violences du 1er mai, elles sont récurrentes sur ces dernières années, l'idée étant que vous avez des groupuscules, particulièrement de l'ultra-gauche, qui combattent, qui cassent, qui s'affrontent avec les forces de l'ordre, cagoulés, dissimulés, ils changent les vêtements, voilà. Donc c'est la difficulté de cette lutte contre ces casseurs. À partir de là, le projet de loi d'aujourd'hui est en fait directement issu de cette proposition de loi, mais on observe effectivement que la majorité parlementaire est en train de détricoter la proposition de loi sénatoriale. Alors l'idée, c'est simple. La proposition de loi sénatoriale, c'était de prendre des mesures administratives, de donner aux préfets les moyens d'interdire un certain nombre de personnes sur les manifestations, de contrôler un certain nombre de personnes en amont des manifestations et d'essayer d'instaurer une responsabilité pénale, enfin, disons, financière collective. Voilà, ça c'était l'idée de base. Ce qui est en train d'être détricoté, c'est précisément ces éléments-là. Alors justement, on va revenir un peu plus dans le détail, si vous voulez bien. On parle notamment de création d'une zone où il y aurait des fouilles avant d'aller manifester. Est-ce que c'est vrai, c'est faux, et est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, alors c'était effectivement prévu dans la proposition de loi sénatoriale de Bruno Retailleau. La majorité parlementaire à La République En Marche est en train effectivement de revenir sur cette mesure. Il faut savoir aussi que dans la discussion de ce projet de loi, on est un petit peu quand même dans le sexe des anges à la limite, parce que comme vous vous rappelez très très bien en décembre, il y a déjà eu des mesures de contrôle qui ont d'ailleurs donné des résultats assez spectaculaires, puisqu'on a vu qu'il y avait des gens qui venaient manifester avec des boules de pétanque, entre autres bâtons et objets divers. Donc ça s'est bien passé. Donc à la limite, c'est possible de le faire. L'idée était quand même paradoxalement, de mieux l'encadrer et surtout de le rendre plus systématique. Bon, là, visiblement, l'idée est que le préfet, d'après la majorité parlementaire, n'aurait pas ce droit, mais qu'il appartiendra à la justice de se prononcer, ce qui veut dire des délais beaucoup plus longs et en fait un élément assez peu opérationnel quand on considère les manifestations et le timing qu'on connaît. Alors, il y a un autre dispositif qui a été très contesté, c'est ce qu'on a appelé l'article 2, qui concerne l'interdiction de manifester pour des individus déjà repérés comme violents. Alors, c'est donc la création d'un fichier qui a été clairement indiqué par le Premier ministre Édouard Philippe le 7 janvier, quand il annonce ce projet de loi. Projet de loi, dit-il, qui tend à permettre aux gens de mieux manifester. Enfin, grosso modo, c'est l'idée. La création de ce fichier, qui est donc évoqué par Édouard Philippe, qui est prévu explicitement dans la proposition de loi sénatoriale, ne serait pas repris, en l'occurrence, dans le projet de loi, si les amendements et la volonté de la majorité parlementaire est suivie, puisqu'on considère que, grosso modo, il suffirait d'instaurer une sous-section dans des fichiers existants. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu technique. Enfin, en l'occurrence, voilà, ce fichier ne serait pas opérationnel. En l'occurrence, la proposition de loi sénatoriale évoquait le fichier des hooligans, qui fonctionne relativement bien. Là, il y a visiblement un blocage au sein même de La République En Marche. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans la discussion, c'est que précisément, on a cette scission au sein même de la majorité. Alors, on va y revenir dans un deuxième temps avec Judith Van Traub, mais justement, pour revenir sur cette mesure donc spécifique, inspirée donc, des mesures de lutte contre le hooliganisme,
est-ce que instaurer un fichier d'individus qui serait interdit de manifester pourrait être efficace ou pas, selon vous, selon votre expérience? D'abord, il faudrait essayer de le faire pour le savoir. Ensuite, sur le fichier des hooligans, c'est effectivement relativement efficace. Il faut comprendre qu'à l'origine de cette histoire, il y a aussi l'idée que les policiers, les gendarmes sont un petit peu agacés et embarrassés de voir manifestation après manifestation réapparaître un certain nombre d'individus qui ont déjà été identifiés par les services de renseignement. Bon, voilà, donc ça, à mon avis, c'était un outil utile pour véritablement identifier un certain nombre d'individus qui, comme les journalistes dont je suis, qui ont suivi ces manifestations, savent très bien qu'ils ne le viennent que pour casser. On apprend d'ailleurs à cette occasion qu'il existe déjà une loi qui permet d'interdire des manifestations. Oui, alors s'il y a un trouble à l'ordre public, et je pense que cette notion de trouble à l'ordre public est une notion juridique peut-être un peu pointue, mais enfin on comprend bien l'idée derrière. En tout cas souvent invoquée pour interdire un certain nombre de manifestations ou même de réunions, en particulier des réunions politiques. Oui, bien sûr, il est tout à fait possible d'interdire. Bon, exemple type, si vous avez deux manifestations concurrentes qui vont se retrouver face à face, bon, il est souvent fréquent qu'effectivement les préfectures décident d'interdire les manifestations ou la manifestation, parce qu'il y a effectivement à peu près un risque absolu de heurts et de rixes. Toute la polémique, donc, si j'ai bien compris, que l'interdiction des interdictions et des mesures qui étaient dévolues aux juges pourraient maintenant échoir au préfet. Qu'est-ce que ça pose comme problème? Aurait pu échoir au préfet, puisque visiblement, enfin, on verra ce que va donner la discussion parlementaire, mais précisément, c'est l'idée. On est un peu dans un débat, je dirais, assez classique, presque même gauche-droite. Enfin, je ne veux pas empiéter sur la discussion sur les aspects politiques, mais soit on fait confiance au préfet de la République, soit on fait confiance aux juges qui travaillent pour le peuple français, au nom du peuple français. C'est un débat absolument vieux comme le maintien de l'ordre. Aucun des deux n'est élu, d'ailleurs. Non, bien évidemment. Et puis, en l'occurrence, la question n'est pas là. La question, elle est qu'on a quand même une situation, il faut le rappeler, qui est qu'on est samedi prochain, on sera à la 12e manifestation consécutive, qui systématiquement sont accompagnés de violences, à Paris ou en région. On a, depuis le début du mouvement, depuis la première manifestation, véritablement sur les Champs-Élysées, qui, si mes souvenirs sont bons, était le 17 novembre. Ce soir-là, il y avait d'ailleurs déjà eu des violences sur les champs. On a quand même environ 500 commerces parisiens, je ne parle que des Parisiens, qui ont été impactés par ce mouvement. On n'a pas encore le décompte sur les régions. Enfin, je pense que c'est quand même aussi. Enfin, on se souvient de Bordeaux, on se souvient de Toulouse. On a quand même effectivement un nombre de blessés du côté des forces de l'ordre et du côté des manifestants très élevé. Bon voilà, il y a quand même ce contexte-là qu'il s'agit de rappeler, parce que sinon on a l'impression qu'on est en train d'avoir un pur débat politique. Je pense qu'il y a vraiment une réalité sur le terrain et une difficulté pour les forces de l'ordre de contrer des gens qui sont peu identifiés et visiblement relativement violents. Jean, de façon générale, il y a un alourdissement des sanctions, notamment cacher son visage, qui était jusqu'à présent soumis à l'amende et qui est dorénavant, dans ce projet, présenté comme un délit. Autre principe, c'est celui du casseur-payeur. Vous l'évoquiez au début, les opposants à la loi disent qu'on fera payer au casseur non pas le préjudice pour lequel il a été pris en flagrant délit, mais une participation au coût global des dégâts. Oui, alors ça, c'est bien évidemment que c'est déjà diluer la responsabilité, ça c'est le premier point. J'en reviens à l'aspect de la cagoule et du casque. Si les amendements sont suivis, le fait de porter un casque ou une cagoule en manifestant ne serait pas en tant que tel un élément de soupçon. Alors bon, le casque passe encore. On peut considérer qu'on porte un casque, on a l'impression qu'on va se prendre des choses sur la tête. Bon, porter une cagoule, déjà, enfin, je veux dire, si je vais manifester demain, je ne suis pas persuadé. Il faut prendre un foulard pour éviter de prendre
les lacrymogènes. Oui, peut-être, mais enfin une cagoule, je ne suis pas persuadé que je vais m'empresser de mettre une cagoule pour manifester. Bon, là n'est pas la question. En tout cas, il faudrait que vous portiez donc effectivement ces éléments-là et que, grosso modo, vous soyez pris en flagrant délit. C'est tout le problème, si vous voulez. C'est que je parlais de l'ultra-gauche et des manifestations qui ont bien précédé les Gilets jaunes et qui sont à l'origine de cette proposition de loi sénatoriale, celle du 1er mai 2018 et celle de bien avant. En 2016, si mes souvenirs sont bons, il y avait une voiture de police qui avait été incendiée avec des policiers qui avaient failli y laisser la vie. Le problème, c'est que vous avez des gens qui sont des professionnels du déguisement, si je puis dire. Bon, et que si vous essayez de les choper, de les prendre en flagrant délit, c'est toute la difficulté de l'exercice. Néanmoins, est-ce que, on regarde la polémique qui prend et quand même des actes qui avancent et des violences qui continuent lors des manifestations, est-ce que ce n'est pas une loi qui est élaborée et présentée trop vite? Est-ce que les dispositifs actuels ne suffisaient pas? Est-ce que le problème n'est pas plutôt un problème de doctrine plutôt qu'un problème de loi? Alors, ce qui est certain, c'est que cette loi, dont nul ne sait si elle sera efficace, particulièrement après les amendements qui vont être adoptés, on ne sait pas si elle sera efficace, mais enfin, on sait déjà qu'elle fait à peu près l'unanimité contre elle de tous côtés. À droite, à gauche, au centre, voilà. C'est déjà une réponse à votre question. Bien évidemment que je pense que ce débat-là était peut-être pas totalement urgent. Après, tout le monde sait effectivement les conditions dans lesquelles cette proposition de loi sénatoriale, qui avait été plutôt critiquée par le pouvoir, est revenue sur le devant de la scène. Bon, là, je crois qu'on est vraiment dans la politique. Merci Jean pour toutes ces précisions. Approuvez-vous la loi anti-casseurs? C'est la question qu'on vous pose ce matin sur Twitter. Et pour l'instant, vous êtes une large majorité à nous répondre oui. Et je salue Patricia, Annie, Jeanne, Pierre, Fifi, Sylvie et les autres contributeurs, Charlie notamment sur lefigaro.fr. Vous continuez à donner vos commentaires, à poser vos questions. On y revient dans une deuxième partie après avoir eu les précisions de Judith Ventraube justement sur l'aspect polémique et politique autour de cette loi. Et donc, je vous rappelle la question, approuvez-vous la loi anti-casseurs? La question est sur Twitter, #Figaro Live, #lesdécrypteurs. Bonjour Judith Ventraube. Bonjour. Vous êtes grand reporter au Figaro Magazine et vous avez notamment épinglé ce week-end les positions progressistes de l'ancien ministre chiracien de la Justice Jacques Toubon, en particulier sa croisade contre les flashballs. Moi, je n'ai aucun jugement à porter sur le fond de votre article, je m'en garderai bien, notamment par délicatesse confraternelle, mais surtout je le recommande parce que c'est vraiment un plaisir de lecture. Il a une position Merci. sur la loi anti-casseurs? Oui, il s'est déjà alarmé. Alors, je ne sais plus quel est le mot qu'il a utilisé la première fois, mais enfin, en gros, il trouve que c'est une atteinte aux libertés et surtout qu'elle serait inutile. Jacques Toubon, il vient de la droite, pourtant, et cette loi, elle vient de la droite. On peut dire que la droite en avait rêvé et que Macron et Philippe l'avaient fait. Oui, absolument, mais c'est peut-être aussi la raison pour laquelle elle est aussi mal accueillie au sein du groupe parlementaire des députés La République En Marche. Il y a environ une trentaine de ces députés qui sont contre la loi, en tout cas telle qu'elle avait été présentée par Édouard Philippe le 7 janvier, puis ensuite traduite dans le projet gouvernemental. 30 députés et pas des moindres. Vous avez par exemple Yaël Braun-Pivet, qui est la présidente de la Commission des lois, qui s'est notamment illustrée, nos internautes l'ont sûrement vu, en présidant la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, d'une façon qui ne lui a pas attiré les suffrages, on va dire, des démocrates et des gens qui tenaient à ce que cette commission d'enquête fasse son boulot, effectivement. Donc il y a vraiment une fronde importante parce que ce projet de loi a tout pour déplaire. Jean Kiki-Zola l'a rappelé d'abord par son origine, c'est Bruno Retailleau, le patron des sénateurs, les Républicains, qui incarne en fait l'aile dure du parti Les Républicains, très attaché à l'ordre et à la loi et à la sécurité. Il faut se souvenir quand même qu'il y a peu, la doctrine gouvernementale, c'était on ne reprend jamais un texte d'un autre groupe
que La République En Marche, même si on en partage les lignes principales, on fait notre texte, mais en tout cas, on reste absolument maître, on ne partage pas l'initiative parlementaire. Alors, tout ce que vous dites est passionnant. On va essayer de décortiquer ça. D'abord, juste sur la provenance. Donc, est-ce que c'est la seule cause pour laquelle La République En Marche se déchire sur cette question ? Sachant que cette loi, c'était quand même l'occasion rêvée de combattre l'ennemi mélenchoniste et de combattre, en tout cas, l'extrême gauche qui passe son temps justement à dénoncer le macronisme. Alors, l'extrême gauche et l'extrême droite. On a vu samedi qu'une partie des troubles est venue de bagarres entre deux bandes opposées, une bande d'extrême gauche, une bande d'extrême droite, notamment boulevard Diderot. Et apparemment, les malheurs qui sont arrivés à Jérôme Rodriguez, le gilet jaune, dont on se demande s'il va perdre un œil ou pas, dans des circonstances sur lesquelles il y a une enquête, donc je ne me prononcerai pas sur les circonstances, c'est dû au fait que l'extrême gauche a attaqué les forces de police et qu'elles ont répliqué. Il le dit dans sa vidéo, c'est l'extrême gauche qui cherche, c'est les black blocs, dit-il. Donc, effectivement, il y a des groupes violents, et ce que se demandent les Français qui regardent ça légitimement, c'est ces types-là n'en sont pas à leurs premières exactions. Comment se fait-il qu'ils puissent encore nuire, qu'on ne sache pas, d'autant plus qu'ils avaient annoncé leur arrivée sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous repose ma question sur La République En Marche. C'est l'occasion, une loi comme ça, enfin en tous les cas quand on lit les projets à l'étude, de frapper un grand coup contre ces groupuscules qui pourrissent les actes de mobilisation des Gilets jaunes, qui sont pacifiques en tous les cas dans leur grande majorité, et en plus qui effectivement nuisent aux partis au pouvoir. Oui, mais vous le disiez dans votre question, il y a partiellement l'origine du projet de loi qui pose problème à un certain nombre de députés de La République En Marche. Et puis il faut se rappeler que ce groupe, en fait, est très composite. Vous avez des gens qui viennent du Parti socialiste, qui sont historiquement opposés à tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à une restriction des libertés. Tous les socialistes ne sont pas comme ça. Rappelez-vous Manuel Valls, on ne pouvait pas dire qu'il péchait par laxisme. Mais vous avez cette sensibilité dans ce groupe. Et d'ailleurs, Jean en a un peu parlé, ça se retrouve au niveau gouvernemental, parce qu'il y a eu, avant la présentation du projet de loi et même pendant les premières discussions parlementaires, un bras de fer feutré, mais dont on a eu quand même des échos, entre Nicole Belloubet, ministre de la Justice, et Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. C'est un schéma assez classique. On se souvient, Taubira Valls, les affrontements à répétition, mais ça a encore lieu aujourd'hui. Si on vous suit, donc il y a une trentaine de députés frondeurs, on peut dire. Pas frondeurs, parce que ce sont des piliers du groupe, certains historiques, il y a Sacha Houlier. Une trentaine de députés qui ont exprimé leur malaise par rapport à cette loi. Et qui ont modifié et qui ont réussi à profondément le modifier texte. Cette loi, alors qu'ils sont quand même minoritaires, puisque quand même c'est le groupe de La République En Marche, c'est quasiment 300 députés. Bien sûr, ils sont minoritaires, mais influents. 10% des députés ont réussi à faire changer la trajectoire du texte. Mais Richard Ferrand, qui est le président de l'Assemblée nationale et qui recevait le grand jury, le Figaro, LCI hier, a bien dit que la partie n'était pas finie, que le gouvernement n'avait pas dit son dernier mot et qu'on verrait bien le texte finalement voté. Parce que le gouvernement a des arguments, point par point. Par exemple, l'une des principales controverses, ce sont les députés marcheurs qui refusent de laisser à l'autorité administrative le pouvoir d'interdire quelqu'un de manifestation. Mais on oublie de dire que même quand vous faites l'objet d'une décision administrative, vous avez un recours. Vous avez un recours gracieux devant l'administration. Et puis si ça ne marche pas, il y a en France une justice administrative, des tribunaux administratifs et en dernier recours, le Conseil d'État. Donc on n'est pas livré à l'arbitraire d'un préfet.
Avec la crise des Gilets jaunes, avant la crise des Gilets jaunes, on avait vu que En Marche se déchirait, notamment sur la question d'immigration. Là, on a un nouvel épisode avec cette loi. Et question subsidiaire, est-ce que cette loi ne révèle pas une difficulté pour Emmanuel Macron? S'il veut aller à droite, il risque de voir se lever une fronde dans son propre parti. C'est plus progressiste contre populiste, mais progressiste contre conservateur. S'il veut aller à droite, dites-vous, les députés qui se sentent mal à l'aise avec certains projets du gouvernement, ils n'ont pas attendu cette transposition de la loi anti-casseurs pour exprimer ces critiques. Eux considèrent qu'Emmanuel Macron n'a fait que aller à droite. Ils ont même oublié le pauvreté, mais... Comment leur reprocher, qui s'en souvient? Mais eux considèrent que le déséquilibre est ontologique. C'est au début de son mandat, Emmanuel Macron a commencé à pencher à droite et depuis, il y est tombé, selon eux. Est-ce que la droite, finalement, soutiendra ce projet ou à quel prix la droite soutiendra ce projet? Alors, pour l'instant, on entend Bruno Retailleau et Éric Ciotti, qui lui est député, fulminé contre le texte en disant qu'il a totalement perdu sa substance et que, comme d'habitude, avec Emmanuel Macron, c'est beaucoup de bruit pour rien, ça a fait pchit. La droite est dans une position politique délicate, parce que même si le texte présente des défauts, il est inspiré d'une de leurs propositions. Sauf à verser, sauf à s'exposer à la critique, de dénigrer systématiquement ce que fait le gouvernement, ça lui est difficile de voter contre. D'autant plus que, en fait, vous allez voir, il y a deux oppositions. Il y a une opposition de gauche au sein de la République en marche, il y a une opposition dans les rangs de la France insoumise, mais vous avez aussi une opposition du côté de Marine Le Pen. C'est ce que j'allais dire, il y a un autre front qui, lui, est assez cohérent contre la loi, c'est la France insoumise et le Rassemblement national qui, eux, dénoncent des atteintes à la liberté de manifester. Bien sûr. En fait, on voit se reconstituer... Pour ce qui concerne les marges de gauche et les marges de droite, le Front commun qui s'était constitué, rappelez-vous, au moment du PNR. Le PNR, c'était quoi? C'était un système de traçage international pour lutter contre le terrorisme et pour essayer de détecter justement les terroristes qui voyageaient des zones de combat en Europe pour mener des attentats. Eh bien, très longtemps, on n'a pas pu l'adopter au Parlement européen. Pourquoi? Parce qu'il y avait une coalition objective entre le Front National à l'époque, les écolos et la gauche de la gauche. Parce que c'était considéré également comme une atteinte à la souveraineté et aux libertés individuelles. Absolument. Merci beaucoup Judith pour ces premières précisions. Jacques Toubon, les curieux combats du défenseur des Trois. Je vous invite à retrouver et à lire l'article sur lefigaro.fr, rien que pour le plaisir du récit, et en particulier de la chute, du papier bien sûr, pas de l'auteur, ou même de Jacques Toubon. Êtes-vous favorable à la nouvelle loi anti-casseurs? C'est la question qu'on vous pose ce matin sur Twitter, #Figaro Live, #Les Décrypteurs. Vous êtes 60% à répondre oui. Vous nous avez dit pourquoi. On va prendre maintenant vos questions et Judith et Jean vont y répondre. On n'est pas tombé, il n'y a pas eu de chute. On est donc avec vous et avec vos questions et on va commencer avec la question de Patricia qui nous dit « Pour ma part, la loi anti-casseurs sous-entend une loi anti-gilets jaunes avec plus aucune liberté. » Bon, alors le propos est quand même un peu excessif, étant donné que, comme l'a dit d'ailleurs très, très justement Judith, quoi qu'il en soit, mesure de restriction ou de contrôle judiciaire ou administratif, on est quand même dans un état de droit et on le reste. Hein. La justice administrative, elle est tout sauf laxiste, mais enfin, elle est également, elle prend son temps, elle prend des décisions. On se rappelle des mesures, par exemple, d'interdiction de mosquées radicales. Ça prend énormément de temps et il faut remplir un certain nombre de conditions pour y arriver. Voilà, c'est là où on peut se demander quand même s'il y a une efficacité, parce que
quand il y a une manifestation, quand il y a un rassemblement, en plus maintenant on peut les planifier, c'est tous les week-ends, tous les samedis, on sait qu'il y a des groupuscules qui vont venir, qui vont casser, on connaît leur méthode. Il y a une efficacité parce que quand le préfet décide de vous interdire de manifestation, vous avez 2 mois pour déposer un recours, mais le recours n'est pas suspensif. Ça veut dire que pour des manifestations qui en l'espèce se déroulent chaque samedi, le samedi suivant, vous n'avez pas le droit de manifester en attendant que votre recours soit instruit. En tous les cas, il y a ce sentiment qui est très présent sur le chat du Figaro, que c'est une loi qui est anti-gilet jaune. Le problème, c'est que les circonstances plaident plutôt pour cette thèse, parce que c'est vrai qu'en l'occurrence, cette proposition de loi sénatoriale Retailleau, qui naît au printemps 2018, donc bien avant les gilets jaunes. Après les violences du 1er mai 2018, et qui, dans le communiqué des sénateurs, les Républicains, clairement vise ce qu'on appelle les Black Blocs, l'ultra-gauche, enfin c'est cette poignée de militants qui sont des professionnels de l'affrontement et de la casse, pour des motifs politiques ou pseudo-politiques. De facto, cette proposition de loi, 6 mois après, réémerge comme par enchantement, alors même qu'il y a eu précisément des violences, notamment, on s'en rappelle, le 24 novembre sur les Champs-Élysées, le 24 novembre sur les Champs-Élysées, puis le 1er décembre, puis le 8 décembre, des violences extrêmement graves, notamment à Paris, mais pas seulement à Paris, et puis ensuite une succession de violences également à Paris et en province. Bon, voilà, donc il est évident que ressortir cette proposition de loi qui devient projet de loi, c'est entretenir l'idée que c'est une loi anti-gilet jaune. Mais de facto, c'est surtout et avant tout un texte qui vise à contrecarrer les agissements des casseurs. Or, le problème, et c'est la grande différence, c'est que le 1er mai, vous avez des gens de l'ultra-gauche qui sont plus ou moins identifiés. Alors après, il y a la question de savoir pourquoi on ne les empêche pas de nuire. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Et précisément, c'est pour ça que l'allusion au fichier des hooligans était intéressante. Parce que le fichier des hooligans, alors j'entendais à la radio maître Henri Leclerc, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, expliquer que, grosso modo, bon, je caricature un peu, mais ça ne le dérangeait pas trop sur les hooligans, parce que grosso modo, empêcher d'aller au stade, c'est pas très grave, et puis finalement, ça concerne une poignée de gens. Ça l'embêtait plus concernant les manifestations de cette ampleur. Enfin, de facto, le fichier des hooligans, finalement, qui est né précisément après des violences, et après même d'ailleurs des morts de supporters, est efficace. Oui, et puis toute la question, c'est qu'il est très difficile de distinguer les gilets jaunes des casseurs, d'autant plus que souvent ils mettent aussi des gilets jaunes en début de manifestation pour se fondre dans la masse. Moi, je crois que l'opinion est aussi influencée par le fait que quand on a regardé les comparutions immédiates, on s'est aperçu que ce n'était pas des Black Blocs ou pas des groupes d'extrême droite ou alors extrêmement marginalement, mais c'était des gilets jaunes, Monsieur Tout-le-Monde, qui néanmoins s'étaient rendus coupables d'actes de violence, sinon ils n'auraient pas été condamnés parce qu'ils auraient été entraînés par un effet de groupe. Donc effectivement, beaucoup de gens peuvent avoir l'impression que tout est dirigé contre les gilets jaunes non casseurs. Mais les dispositifs ne sont pas suffisamment adaptés pour justement lutter contre ceux qui sont vraiment aguerris pour la casse. C'est la vraie question. Oui, c'est bien. Annie pose un autre problème, c'est celui de la police en civil, la police qui s'habille comme les casseurs avec en plus des marteaux. Est-ce que c'est légal? Alors je ne sais pas si ça... Comme des casseurs? Oui. Non, enfin, la police, mais la préfecture de police l'a dit à plusieurs reprises, il faut des policiers infiltrés dans les manifestations pour permettre d'appréhender le plus tôt possible les individus dangereux. De là à verser dans le délire complotisme, comme l'a fait Emmanuel Todd, en disant que c'était des policiers déguisés en casseurs qui étaient responsables des exactions, il y a un pas que je conseille de ne pas franchir. Le vrai but, nous dit Pierre, de cette loi anti-casseurs, c'est d'écarter tous les gens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Si les fichiers étaient efficaces, ils auraient permis d'éviter les attentats, notamment avec les fichiers S. Oui, alors là, les fichiers S, c'est encore autre chose. On ne va peut-être pas rentrer dans ce détail-là. Du fichage, par exemple. Mais c'est évident que le fichage, il ne peut pas être efficace à 100%. Hein. Je pense. Alors, j'en reviens encore une fois à quelque chose qui existe. Le fichier des hooligans, j'imagine bien qu'il n'est pas efficace à 100%. La preuve, c'est qu'il y a encore des incidents dans les stades. Après,
Un fichier, c'est quand même souvent plus efficace que pas de fichier. Sinon, il n'y aurait quand même pas notamment le fichier des personnes recherchées ou le fichier des hooligans, enfin un certain nombre de fichiers. D'ailleurs, il faut être prudent en matière de fichiers. Il faut bien évidemment être prudent en matière de fichiers. On est quand même dans un état de droit, Dieu merci, avec un certain nombre de contrôles. À partir de là, la grande difficulté de ces manifestations des Gilets jaunes, c'est qu'en fait, il y a et ça, il faut être allé dans la rue pour le constater, il y a une convergence des casses, pour dire les choses comme elles sont. Il y a 3 univers qui se réunissent, parfois d'ailleurs pas aux mêmes heures, hein, parce que les gens ne se réveillent pas forcément aux mêmes heures, ou ne se couchent pas aux mêmes heures, j'en sais rien. Il y a la casse des groupuscules politiques, de l'ultra-droite ou de l'ultra-gauche, okay, il y a effectivement les pillards ou les casseurs de banlieue pour aller vite, et puis il y a les gilets jaunes radicalisés. Et puis mais il faut se rappeler d'une chose, c'est que les conflits sociaux en région, alors forcément ça ne se passe pas à avenue Raymond Poincaré ou avenue Kléber, donc c'est parfois un peu moins à la une des médias. Mais les conflits sociaux en région, quand vous avez des fermetures d'usines ou des choses comme ça, ils sont rarement très très calmes. Je veux dire, les affrontements avec les forces de l'ordre, j'entendais notamment des gens désigner le fait qu'on utilisait des boulons, des divers. Enfin, c'est dans les sous-préfectures de régions ou dans des préfectures, ça se passe. Ça s'est passé par le passé, dans les 20 ou 25 dernières années, sans même parler des conflits de Lorraine-Cœur d'Acier, il y a maintenant une bonne quarantaine d'années. C'est ça la difficulté de la chose, c'est que vous avez à la fois à lutter contre des casseurs de banlieue qui pillent, des casseurs politiques qui sont effectivement difficiles à appréhender, parce que si vous avez dans les gens interpellés très peu de gens de l'ultra-gauche ou de l'ultra-droite, c'est précisément aussi parce que ces gens-là maîtrisent parfaitement le moyen d'échapper aux forces de l'ordre. Et là, juste sur ça, quand on restreint les libertés, parce que c'est une loi de restriction des libertés au nom de la protection. De toute façon, la politique, c'est ça. C'est jusqu'où la gestion d'une société, c'est jusqu'où on accepte de restreindre la liberté pour garantir la sécurité. Ce sont deux obligations en démocratie qu'il faut rendre compatible. Donc évidemment, ça restreint les libertés. Mais quand on voit par exemple qu'à l'Assemblée nationale, une commission d'enquête viendrait être acceptée sur les groupes d'extrême droite et que personne n'a parlé des groupes d'extrême gauche, comment voulez-vous que les Français ne se disent pas « tiens, il y a des arrière-pensées politiques là-dessous ». Il faut être irréprochable quand on atteint aux libertés. Le préfet, nous dit Charlie sur le Figaro.fr, a déjà le pouvoir d'interdire une manifestation. Alors, un manifestant en particulier, pourquoi pas? Ceci étant, s'agissant d'une mesure personnelle, cela relève plus sur le principe de la décision d'un juge. Bon, voilà, on est effectivement dans le débat classique. Hein. Faut-il qu'un juge ou qu'une autorité administrative, avec effectivement les recours dont on a parlé devant la justice administrative, faut-il qu'un juge ou une autorité administrative décide? Bon, voilà, c'est un débat qui d'ailleurs recoupe aussi le débat sur le terrorisme, on en a parlé il y a quelques instants. Si vous voulez, c'est assez regrettable dans cette histoire, c'est que finalement, la proposition de loi Retailleau du printemps, qui est votée par le Sénat en octobre, me semble-t-il. Oui, bon, s'il y avait eu un vrai débat démocratique et parlementaire là-dessus... Et je fais une parenthèse, je vous coupe, pardon Jean, mais pourquoi, Judith, quel a été le destin justement de cette proposition de loi? Je l'ai rappelé tout à l'heure, la doctrine de l'exécutif, c'était on ne reprend pas un texte qui ne vienne pas de La République En Marche. Même quand on en partage les objectifs. Une fois qu'il a été voté au Sénat, enterrement de première. Enterré. Et donc résurrection le 7 janvier dernier. Oui. Jean-Pierre nous dit « Je ne comprends pas qu'il puisse y avoir des vides juridiques pour endiguer cette violence. Cette loi aurait dû être votée. Pourquoi à ce jour aucun chiffrage n'a été fait sur tout ce que doit financièrement les gilets jaunes à la France, car ce n'est pas aux citoyens qui sont contre les gilets jaunes de payer. Là, il y a moins de part de solidarité de payer entre eux. » Donc Jean-Pierre, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes foulard rouge pour me poser cette question-là? Mais peut-être revenir sur ce que disait Jean-Pierre. Est-ce que sur le coût Mais d'abord, faire payer les gilets jaunes,
On a fait une émission d'ailleurs sur le coût financier Oui, des manifestations. Je renvoie Jean-Pierre à cette émission sur les décrypteurs. Pardon, je vous en prie. Non, faire payer les Gilets jaunes, ça ne veut rien dire juridiquement. Les Gilets jaunes, ce n'est pas une entité constituée, ce n'est pas une personne morale. On a bien vu que l'une des difficultés, c'était que le mouvement outrepassait complètement les dispositions légales qui permettaient de manifester, ou en tout cas les méprisait, même s'il y a eu quelques demandes d'autorisation ces derniers temps, ça s'améliore un petit peu. Donc, vers qui se retourner? C'est l'une des problématiques à laquelle ce texte essaie de répondre, mais c'est très, très compliqué. En démocratie, il n'y a pas de responsabilité collective, je le rappelle. La responsabilité individuelle est un principe inaliénable. Vous êtes responsable des actes que vous commettez vous, pas votre voisin. Ce texte en introduit une, justement, en instaurant cette idée que on doit payer, il y a une espèce de quote-part, si on est pris, à payer sur les dégâts qui sont commis. C'est possible, par exemple, quand un syndicat appelle à manifester et qu'il y a de la casse, puisque le syndicat est à l'initiative du mouvement pendant lequel la casse s'est produite. Mais les Gilets jaunes, ça n'existe pas. Je reviens justement en vertu sur les dispositifs que permettent cette loi, justement, ça permettrait ça, non ? Alors, l'idée des sénateurs, si je l'ai bien compris, c'était effectivement qu'il y ait quand même la possibilité d'une responsabilité collective. Disons qu'effectivement, un manifestant qui aurait participé à une manifestation avec des exactions, de la casse, et qui aurait été lui-même mis en cause pour participation à cette manifestation, aurait pu être, je dis bien aurait pu parce qu'on verra bien le destin du texte, enfin disons pourrait être ou aurait pu être mis en cause sur le plan financier. Enfin, comme le dit très justement Judith, on est quand même dans le symbole. On est clairement même dans le symbole. Et effectivement, et je pense que ce que Judith vient de dire sur la responsabilité individuelle et collective, on est quand même au cœur aussi du débat, d'où les scissions au sein des différentes formations politiques. Peut-être même d'ailleurs des scissions, y compris à droite, parce que je pense qu'il y a effectivement discussion là-dessus. Mais enfin, en tout cas, le fait est que la responsabilité financière, on était plus dans le symbole. Bon, à partir du moment où vous avez des manifestations qui systématiquement donne lieu à de la casse, on peut aussi comprendre quand même que cette question vienne sur le Mais sauf erreur de ma part, d'ailleurs, il y a un précédent, donc ça veut dire que la loi ne va peut-être pas changer grand-chose. Rappelez-vous, la Manif pour tous, Anne Hidalgo, maire de Paris, avait accusé la Manif pour tous d'avoir saccagé les Invalides, c'était ça? Oui, c'est ça. En tout cas, la pelouse de Nana. Et il y avait eu des condamnations à payer parce que la Manif... Oui, le Champ de Mars, merci. Parce que la Manif pour tous était une entité juridique constituée, ce qui n'est pas le cas des Gilets jaunes. Charlie nous dit, et ça va dans votre sens, Jean, visiblement la loi sur les hooligans, de même niveau fonctionne, donc pourquoi ne pas essayer ce qui marche par ailleurs? Alba nous dit, en revanche, la police peut être armée, casquée, équipée, mais pas les manifestants. Ben non, justement. Non, on ne joue pas aux gendarmes et aux voleurs. C'est le... Max Weber, Max Weber, voilà. La police a le monopole de la violence légitime. Et légale. Je suis contre les lois vite fait, nous dit Johnny, surtout quand elles limitent les libertés. À choisir entre la liberté et la sécurité, je choisis la liberté, donc je suis contre. Zahir nous dit, les lois contre la casse et la destruction du bien public existent déjà, pourquoi l'associer à la manif? Bon, alors on en revient à la question de tout à l'heure. Ce qui est, encore une fois, alors je n'écarte pas la question, je crois y avoir répondu. C'est évident que le timing, si vous voulez, pour des gens qui pensent que c'est un texte qui vise essentiellement à bloquer le mouvement des Gilets jaunes ou à l'affaiblir, il est évident que le timing est plus qu'étrange, on va dire. Bon, pour dire le moins. À partir de là, et c'est là où ça me paraît intéressant, parce qu'on est quand même autour de la table aussi pour discuter de démocratie et débat démocratique, et ce sont des questions importantes, des questions essentielles. Finalement, quelque part, ces casseurs posent un problème à la démocratie et posent un problème au droit de manifester. Il est évident que c'est le cas. Il est bien dommage qu'encore une fois, ces questions qui avaient été posées, en l'occurrence par la droite, par la droite, par la gauche, à la limite, qu'importe, aux yeux en tout cas d'un gouvernement responsable, ça devrait être le cas, que ces questions-là qui étaient posées dès le printemps par la droite, sur qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui effectivement piétinent le droit de manifester pour avancer et pour, par la violence, faire avancer leur thèse, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il est bien dommage que ces débats-là n'aient pas eu lieu en amont,
Peut-être qu'on aurait été mieux outillés quand ça a commencé, effectivement, quand les manifestations des Gilets jaunes ont commencé. En tout cas, ça serait peut-être passé dans un climat un tout petit peu plus serein, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un débat politique qui commence à partir un petit peu dans tous les sens, avec des gens extrêmement remontés de tous les côtés. Bon, voilà. Faites allusion à l'appel au soulèvement. Oui, alors le énième appel au soulèvement. Je voudrais qu'on prenne cette question parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute. Paris nous dit, n'y avait-il pas déjà une loi anti-casseurs qui a été supprimée par la gauche sous Mitterrand? C'était la loi Chaban? Oui, c'est ça, la loi Chaban. Un grand dictateur, comme tu sais, Jacques Chaban-Delmas. Effectivement, elle avait été supprimée pour cause de... parce qu'elle était accusée... Mitterrand quand François Mitterrand a été élu, il l'a immédiatement supprimée. C'était un symbole, il l'avait promis. Voilà. Une autre question, Ling nous dit des lois qui s'empilent les unes sur les autres et qui servent à quoi finalement, puisqu'une bonne partie n'est pas appliquée? C'est une bonne question. Alors Charlie nous dit ce sont les gilets jaunes qui sont les déclencheurs, il n'y avait pas eu d'événements récurrents de cet ordre avant. Si, justement, il y avait eu le 1er mai et c'est pour ça que... Depuis des années. Les manifs contre la loi El Khomri où il y avait en plus des boules de pétanque, une arme que l'on voit de façon récurrente et que moi je trouve, alors l'abomination des abominations, c'est les bouteilles d'acide. Vous avez quand même des gens qui viennent manifester en remplissant des bouteilles d'acide qu'ils jettent sur la police. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci, vous avez été très nombreux à nous poser des questions. On ne les a pas toutes prises, mais on a pris quand même les idées essentielles. Toutes les thématiques, en tout cas, que vous abordez dans vos questions, ont été abordées avec Judith, merci, et avec Jean. Merci beaucoup. Demain, un sujet politique, puisqu'on reviendra sur le trio de tête qui va donc diriger la liste des Républicains pour les Européennes. Quelle marge de manœuvre pour les LR? D'ici là, eh bien, vous avez d'autres rendez-vous politiques qui vous attendent sur Figaro Live. D'abord, dans quelques minutes, le talk avec Yves Tréhard, qui reçoit une députée de La République En Marche des Français de l'étranger, qui est très remontée d'ailleurs contre la loi anti-casseurs. Et puis ce soir, Pierre Moscovici sera l'invité d'audition publique, ici même. Ce sera après Point de vue présenté par Jean-Christophe Buisson ce soir et la Champions League présentée à 13h30 par Renaud Toffier. On revient notamment sur l'affaire de l'AS Monaco et les déboires de Thierry Henry.